Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Florent Coury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien DRH de Renault, engagé dans la Légion géorgienne en Ukraine en tant que responsable de la sélection et de la formation des volontaires occidentaux et auteur du livre que vous nous présentez aujourd'hui, Engagé volontaire, paru aux éditions Flammarion. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Alors d'abord, Florent Coury, moi je tiens à vous dire, quel que soit ce qu'on peut penser de votre engagement pour l'Ukraine, pour Zelensky et autres, que d'abord, il faut saluer quelque chose, c'est votre cohérence. Tellement de 20 ans de guerre sont là pour dire oui, il faut faire la guerre, il faut continuer, il faut y aller d'ailleurs en France et à l'étranger. Et qui continuent à dire oui, mais vous comprenez, moi je me bagarre avec mon clavier d'ordinateur, je fais la guerre avec mon ordinateur. Ah, évidemment, c'est plus facile de faire la guerre avec son ordinateur qu'avec une Kalachnikov. Donc vous y êtes allé, vous êtes père de 3 enfants, elle a rappelé, vous étiez DRH chez Renault. Et d'abord, alors on va parler de tout cela, on va parler de votre livre, parce que vous parlez des portraits tout à fait d'ailleurs passionnants et humains, et c'est ça qui m'a vraiment touché, de cette légion étrangère, on pourrait dire, qui est allée en Ukraine. Vous en êtes revenu. Mais d'abord, vraiment, qu'est-ce qui vous a... C'est un instinct, vous avez dit, bon, il se passe ça, l'Ukraine est envahie, on peut pas, nous, alors que vous avez marié, 3 enfants, famille, un bon poste chez Renault, vous dites, ah, il faut que je bouge un peu. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Il y a forcément une histoire personnelle. Vous pouvez pas faire ce genre d'acte aussi violent, pour moi, mais également pour ma famille, sans avoir toute une histoire derrière. Moi, j'ai des modèles familiaux d'engagement. Si vous entrez dans mon appartement où j'habite aujourd'hui à Paris, vous avez le portrait encadré de mes arrière-grands-pères qui ont été décorés dans les tranchées en 14-18. Enfin, vous avez un arrière-grand-oncle qui est mort au chemin des Dames. Alors, là, mon propos, c'est de dire que donc il y a cet imaginaire personnel, et on y reviendra certainement en parlant du livre, mais il y a avant tout une démarche politique. Et la démarche politique, elle vient tout d'abord d'une analyse très froide, qui est que c'est le retour de la guerre en Europe. Alors, ces dernières 20 années, on a eu les guerres américaines, on a eu l'Afghanistan, on a eu des guerres... l'Irak, voilà, évidemment l'Irak, etc. Donc, beaucoup de choses qui ont été un peu les guerres telles qu'on a appris à les voir à la télévision ces 20 dernières années, que les jeunes générations connaissent, et la guerre pour eux c'est ça, c'est un format expéditionnaire, et puis c'est des insurgés en face, on sait pas très bien quels insurgés quoi, mais c'est ça qu'on a en tête. C'est les images. Ça c'est des images. Ouais. Et c'est notre folklore maintenant depuis 20 ans, c'est la télé, c'est les films. Ici c'est le retour de la guerre, et moi ça m'a renvoyé à une tragédie alors dans ma jeunesse il y a eu 2 tragédies internationales, c'était le Rwanda et c'était l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie, c'est entre guillemets chez nous, moi je suis très internationaliste, donc pour moi toute personne, on devrait se sentir solidaire du destin de toute personne dans le monde. Pour autant, l'ex-Yougoslavie, contrairement au Rwanda, il y avait une différence qui était que c'était à 1h30 de route de certaines capitales européennes. C'était notre continent. Et là, l'Ukraine, c'est le retour d'une guerre complète, c'est-à-dire que c'est une armée. Il y a quoi qu'on en dise sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé votre introduction. Vous avez tout à fait raison. La question du traitement des médias, des gens qui sont assis sur la lunette des toilettes, parce que c'est ça, c'est Twitter. Bon, là, on a une armée qui envahit. Et les médias aussi. Voilà. Oui, allez-y. Aussi, on a une armée qui envahit un pays sur notre continent, et notre continent depuis, et c'est notre chance, depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'a plus connu sur son sol ce genre de conflit. Et je considère que ce conflit face à une puissance qui est un modèle alternatif à nos démocraties occidentales, il faut être clair, la Russie, pour beaucoup de gens, et notamment, on va certainement parler d'un point de vue politique en France, pour les extrêmes, est un modèle alternatif. Notamment l'extrême droite, qui voit dans Poutine un homme fort, plus fort en tout cas que l'extrême gauche aussi. Alors l'extrême gauche ne mythifie pas le système poutiniste. Par contre, il reste dans la grande tradition de l'extrême gauche antidémocratique, stalinienne, trotskiste, maoïste. Tous ces gens-là considèrent que la Russie, ça reste l'armée rouge. Et donc voilà, donc on a cette espèce de fascination. Donc je considère que lorsqu'on va s'engager dans cette guerre, on est également en train d'envoyer un message qui est: nous croyons dans un système démocratique. Et dans un système démocratique comme le nôtre, c'est la liberté qui est la valeur au cœur du système. Alors on va en parler, et justement la liberté doit être défendue. On en parle avec vous, Florent Coury, engagé volontaire, un récit
très intéressant. On en parle tout de suite après cette petite pause. Oui, et on attend bien sûr vos appels. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de Florent Coury, l'un des premiers Français, l'un des même premiers non-ukrainiens à avoir traversé l'Europe pour s'engager dans ce combat? On attend donc vos réactions. 0810 300 300, à tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Florent Coury, qui est encore dans tous ses états et qui lui est allé en Ukraine combattre avec la Légion géorgienne, qui est une légion étrangère, qui n'a rien à voir avec notre légion étrangère, bien sûr, c'est clair. Alors, Florent Coury, qui était cette légion étrangère venue d'un peu partout? Vous parlez dans votre livre de Marc, vous parlez de Doug, vous parlez de Ézéchiel, vous parlez de Michael, de Gordon, etc. Franck et vous-même. Alors, qui sont-ils? Qui êtes-vous? C'est un espèce de pot pourri de gens qui sont complètement improbables. Lorsque vous les rencontrez peut-être sur la terrasse d'un café, moi je suis pas sûr que je les saluerais aujourd'hui si je les découvrais en France. Par contre, lorsque vous les rencontrez sur place, on a tous quelque chose en commun, qui est que on est venu chercher quelque chose de personnel dans un combat collectif. Chacun a sa propre histoire. Chacun a ses motivations. Voilà. Ouais. Vous avez le gamin en rupture de banc avec ses parents. Vous avez le gars d'une famille très aisée, écossaise, qui est élevé par ses grands-parents et qui vient chercher une reconnaissance familiale. Vous avez l'Américain qui dit pas un mot, qui vient de la côte Est, qui a 21 ans. Moi, j'ai un peu l'impression que c'était mon gamin, alors qu'il est un peu trop âgé pour être le mien, mais j'ai 40 ans. Et qui vient, il vous dit rien, et puis vous vous rendez compte qu'il trouve un sens à sa vie en venant se battre. De manière, pour essayer d'avoir un peu de typologie, vous avez beaucoup d'anglo-saxons qui, eux, sont dans une démarche. Alors moi, américain, anglais, australien. Moi, je viens d'une famille gaulliste, donc j'ai cet exemple de mon grand-père, donc je suis pas du tout un fan, on va dire, des anglo-saxons. Pour autant, d'un point de vue politique, lorsque vous les voyez arriver, je raconte toujours cette histoire, je me souviens d'un néo-zélandais, un néo-zélandais, James, qui se présente devant la base en jean, basket troué, et le gars était sur un bateau au milieu de la Méditerranée. À une escale, il est descendu du bateau, il est arrivé, il avait rien sur lui, et puis il se présente, il dit bon, écoutez, où est-ce qu'on se bat? Et ce gars-là, c'est simple, il intellectualise pas. Il a une culture anglo-saxonne différente, je pense, de la nôtre, et il dit de quel côté, c'est ce que j'explique dans le livre, et j'essaie de faire comprendre par mes portraits dans le livre, de quel côté est l'artillerie lourde, de quel côté sont les gamins dans les abris anti-aériens. Point. Montrez-moi. C'est ça l'idée. Ah ouais. Et montrez-moi, du coup, je sais de quel côté est le bien. Et il y a ce côté, certes manichéen, mais j'aimerais y revenir, parce que ce qui sous-tend cette décision, c'est comment s'engager dans le monde. Si on intellectualise trop, on finit par empêcher tout engagement. On ne fait plus rien. Ouais. Là, c'est une certaine chance, cette guerre, parce que beaucoup de guerres, on a tendance à vouloir tout démonter, à vouloir tout détricoter. On parlait de Yougoslavie tout à l'heure. Là, les choses, quoi qu'on en dise, sont extrêmement simples. Le jour où l'armée russe quitte le territoire ukrainien, pas une ville russe, pas un citoyen russe ne sera en danger. L'armée ukrainienne a toujours dit, et on le sait tous puisque la Russie a le bouclier nucléaire, il n'y aura jamais d'invasion du territoire russe. Donc pour simplifier les choses, ces gens-là viennent du monde entier. Moi j'ai des entrepreneurs australiens qui avaient vendu leur entreprise et qui étaient venus pour s'engager. Voilà. Et ils étaient ils étaient, et pour autant, quand même vous le dites dans votre livre, d'ailleurs vous avez été extrêmement honnête, pour autant, vous n'avez pas fait la guerre. Je veux dire, la guerre, vous n'avez pas eu l'occasion. C'est pas que vous ne vouliez pas. Alors, j'étais parti en me disant... C'est intéressant parce que vous n'avez pas, en fait... J'ai pas de formation. Donc moi, je suis parti en me disant, et c'est pour ça que beaucoup de gens, il y a toutes les possibilités, toutes les réactions, tout le champ des critiques également quant à mon action. La première, c'est, mais qu'est-ce que t'es allé faire là-bas pour te battre? C'est ridicule, tu n'as pas d'expérience. Là-dessus, je réponds... ça, c'est pas... Je réponds, il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont au front et qui font la contre-offensive, qui n'avaient pas d'expérience. Oui, c'est vrai. Non, mais ça c'est pas... Ça, c'est une discussion. Ça me paraît pas un argument. Écoutez, dans toutes les guerres, il y a eu des gens qui n'avaient pas l'expérience, qui y sont allés parce qu'ils avaient envie. Et très bien, et bravo pour eux. En tout cas, il y a le courage qui est là. Mais comment il se fait? Est-ce que ça a été voulu par, disons, les responsables ukrainiens, ou ça a été le hasard que vous n'avez pas tâté l'expérience du feu? Tout d'abord, il y a le fait qu'au bout d'une semaine, mon lieutenant américain m'a sorti de l'unité d'infanterie des non-géorgiens avec laquelle j'étais rattaché, avec lesquels je me préparais à partir à Kiev, puisqu'à l'époque c'était le siège de Kiev et il fallait s'assurer que Kiev ne tombe pas. Donc on m'a écarté de cette section d'infanterie.
Donc ça a été un déchirement personnel, puisque pendant les premiers jours de ma présence, vous faites partie d'un collectif et comme le danger, vous allez vers le danger. Ça crée cette espèce d'osmose incroyable du collectif qui vous porte. Donc ça a été un déchirement personnel. Maintenant, intellectuellement, c'était évidemment le bon choix. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que j'étais capable d'expliquer la cause, de parler aux journalistes, donc on m'a nommé officier presse, et puis très vite répondu à beaucoup d'interviews. Exactement. Et ensuite, il s'agissait à l'époque d'expliquer, et c'est avant tout une guerre informationnelle en Occident, puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas nous-mêmes intervenir. Il s'agit de soutenir l'Ukraine. Donc il faut convaincre pour les Ukrainiens pourquoi les Occidentaux doivent aider. Et puis deuxièmement, ensuite, on m'a demandé d'organiser l'arrivée, le recrutement et la filtration et la sélection des étrangers qui venaient se battre. Sans expérience, avec de l'expérience, qui venaient pour faire de l'instruction, qui venaient pour se battre. Il y avait tout un tas de profils, et puis on avait effectivement beaucoup de gens qui étaient trop instables, ou qui avaient des engagements militants, par exemple d'extrême droite, qu'on écartait. Donc ça a été ma valeur ajoutée sur place. Donc, comme dans toute armée, vous n'avez pas que des soldats qui se battent avec une arme. Alors deux choses, on va reprendre la discussion avec vous après une petite pause, parce que là on va parler effectivement du fond, et c'est très intéressant. À tout de suite, après une toute petite pause. Oui, rapide. et à tout de suite aussi au 0826 300 300, on attend vos retours sur l'expérience de Florent Coury qui est allé s'engager dans la Légion étrangère en Ukraine. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Florent Coury, engagé volontaire, il parle de cette légion internationale, effectivement, qui allait se battre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens. Mais alors, Florent Coury, vous disiez avant la pause, oui, c'est clair, cette guerre, évidemment, se passe en Europe, c'est clair. Mais il y a eu quand même, et on ne peut pas nier, et je pense que vous avez le recul de cela, que depuis 2014, j'ai deux questions à vous poser. Depuis 2014, il y a eu quand même le Donbass et les régions russophones qui étaient bombardées par le gouvernement ukrainien. C'était pas Zelensky, c'était Poroshenko et les autres. Et quand même, il y a eu des pertes énorme de civils à l'époque. Et j'ai l'impression que quand on choisit son camp, c'est pour ça que moi je ne choisis pas mourir, mais on ignore ça. Or, on peut très bien dire il y a eu des choses qui n'allaient pas, tout en choisissant le camp ukrainien. Et cette espèce d'impasse sur ce qui s'est passé au Donbass pendant 8 ans me paraît toujours assez étrange. Et deuxièmement, je voulais savoir, alors là c'est votre témoignage, on parle beaucoup vous savez, d'un certain nombre comme les combattants Azov, etc., avec, il faut le dire, on les a vus, quelques sigles qui rappellent quand même de très mauvais souvenirs de Waffen-SS, de Babillard, de ceci, cela. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des nazis. Ça veut dire simplement qu'il y a un certain nombre de gens qui arborent des écussons et des logos qui, quand même, pour le gaulliste que vous êtes, me paraissent peut-être pas la chose qui vous a aidé à vous engager. Alors, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors la deuxième question, c'est une question essentielle parce que c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Il y a un très beau documentaire qui vient de sortir d'un cinéaste ukrainien qui s'appelle Babillard Contexte et qui parle de ce dont ce que vous vous rappelez à l'instant et qui explique toute cette complexité de la mémoire dans les pays de l'Est. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, qui est notre pays. Nous sommes dans un pays où on a un parti d'extrême droite qui a été fondé par des anciens Waffen-SS. Aujourd'hui, non, vous ne pouvez pas dire ça. Alors non, attendez Florent Coury, et c'est pas pour défendre. Jean-Marie Le Pen n'est pas un ancien Waffen-SS. Je n'ai pas dit ça. Jean-Marie Le Pen je dis que dans les membres, dans les membres fondateurs, il y avait des Waffen-SS. Ça, c'est prouvé. Est-ce que tous les gens qui aujourd'hui, il y a un tiers de la population qui vote pour le Front National, est-ce que ces gens-là ont des sympathies pour la Waffen-SS ? C'est évidemment ridicule. Ouais. Ce point, et je pense qu'il faut se garder de projeter sur les autres, un peu à la manière coloniale, du coup, l'espèce de jugement, alors qu'on sait très bien que chez nous, ils nous paraissent ridicules. Y avait-il des collaborateurs, et un grand nombre de collaborateurs ukrainiens, qui ont participé aux exactions nazies ? C'est indiscutable. Y en a-t-il eu en France ? C'est indiscutable. Ici, il ne s'agit pas de dire tout se vaut et rien n'a aucun sens, puisque c'est précisément le sens de mon engagement. Je dis simplement, il y a une tradition en Ukraine qui est marquée par l'occupation soviétique, et en tout cas la grande tragédie soviétique, voilà, exactement, qui fait que pour le pire, et plutôt pour le pire ou même un tout petit peu moins pire, le nationalisme ukrainien a été décrédibilisé pendant toute une période à cause de ces horreurs. Mon propos, il est de dire, très bien,
Pour autant, doit-on ignorer la souffrance d'un peuple qui aujourd'hui a voté à 4% pour l'extrême droite et qui a un Premier ministre et un président juif? Faut-il, au nom des exactions de Babillard et autres, accepter qu'un pays qui, lui, aujourd'hui, a une véritable dynamique et un dialogue fasciste, lorsque vous écoutez la télé russe et lorsque vous les écoutez dire qu'il faut renvoyer l'Ukraine au Moyen-Âge, détruire toutes les infrastructures, ne pas les reconstruire pendant 50 ans pour que les Ukrainiens soient dénazifiés, lorsqu'on entend ce discours fasciste, moi je veux bien ce qu'on veut d'il y a 70 ans, il y a 80 ans. Il faut être pratique, il faut regarder en face de nous ce qu'on a. Donc ça c'est la manière dont je réponds. Et donc je tourne pas autour de pot. Oui, bien sûr qu'il y a des sympathies qui sont très juste, on va pas passer l'heure dessus. Simplement, moi ce qui est quand même gênant, c'est qu'aujourd'hui, et là c'est pas il y a 70 ans, et vous avez raison, on pourrait discuter très longtemps il y a 70 ans, mais moi, ce qui m'a choqué quand j'ai appris qu'à Kiev, ils ont rebaptisé l'avenue Stepan Bandera, qui était le chef des nazis ukrainiens qui sont battus avec la Waffen-SS et qui ont participé à Babillard. C'est-à-dire qu'il y a encore un culte de ces gens-là aujourd'hui. Je ne parle pas d'il y a 70 ans. Il y a des lois mémorielles en 2015 qui sont extrêmement critiquables et que je critique pour ma part. Je ne me ferai pas des amis en Ukraine avec ça parce qu'aujourd'hui, évidemment, lorsque vous défendez votre pays, vous avez une prime au nationalisme. C'est bien normal. Aujourd'hui, effectivement, Stepan Bandera est une figure problématique. Pour autant, je pense que ce n'est pas lorsque vous êtes en train de lutter pour la survie de votre peuple qu'il faut vous demander beaucoup de distance lorsque vos gamins sont dans les métros, lorsque les hôpitaux sont remplis de gens qui ont perdu les jambes et les bras, qu'on vous demande d'avoir un regard que nous, en France, on a eu bien du mal à avoir depuis 70 ans. Mais alors justement, parlons d'aujourd'hui et parlons de l'issue. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent, comme un certain nombre de gens aux États-Unis, en France et ailleurs, non, il faut continuer, comme l'entend un certain nombre de généraux de plateau, il faut aller jusqu'au bout, il faut que Poutine soit renversé, il faut que le régime soit renversé, et après on verra, comme de temps en temps le dit Zelensky, où vous dites quand même, arrêtons le massacre, comme vous dites, parce qu'il massacre il y a, effectivement, de ce peuple ukrainien qui souffre, et Dieu sait s'il souffre, ou est-ce qu'il n'y a pas de négociation possible? Quel est votre avis à vous? Je le dis très clairement, pour moi le débat ne se pose pas là. En fait, il y a le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que il y a deux affirmations que je vais vous donner maintenant. Une seule d'entre elles peut être vraie. Les Ukrainiens vont prendre Moscou et il faut parler. On sait tous que Moscou ne va pas être prise par les Ukrainiens qui n'en ont pas la capacité. De toute façon, même si c'était les Américains, parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN dans la propagande russe, personne ne prendra Moscou puisque c'est la première puissance nucléaire du monde, premièrement. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'il faut parler. Il faudra un moment parler, et pour ma part, je trouve ça complètement logique. Le problème est lorsque l'on incite à dire il faut négocier et parler maintenant. Pour négocier, il faut être deux. Négocier avec ceux qui écrasent vos villes sous les missiles, c'est un signe de faiblesse. Aujourd'hui, les Ukrainiens, il faut se garder cette vision néocoloniale qu'on tend à avoir à l'Ouest, lorsqu'on regarde l'Europe dite de l'Est, en tout cas du Sud-Est, que vous voulez, parce qu'on a tendance à dire on n'a qu'à leur dire de négocier. Zelensky fera ce qu'on lui dira, en gros, sous-entendu. Non, mais Zelensky fait ce que... Écoutez, vous le savez très bien, Zelensky fait ce que lui disent les Américains. Attention, et alors c'est là justement que je ne suis pas d'accord avec vous, je me permets. Allez-y. Pour moi, dire sans l'aide occidentale, il tombe, c'est une chose, c'est pas une chose qu'il faut. Alors moi, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'Ukraine tombe s'il n'y a plus d'aide de l'Ouest. Et c'est mon combat d'expliquer aux citoyens français qu'il faut voter pour des gens qui vont soutenir l'Ukraine. Donc je suis d'accord avec cette affirmation. Ce qui est différent de dire Zelensky fera ce qu'il faudra. Pourquoi? Ce qu'on lui dira, pardon. Tout simplement parce que contrairement à l'autre côté russe, les Ukrainiens, qu'on le veuille ou non, c'est une démocratie. Et si Zelensky, demain matin, allait devant la Rada, mettons que ce soit ce qu'il souhaite, en secret, et qu'il demain matin, il aille devant la Rada, l'Assemblée nationale ukrainienne, en disant je veux négocier et je veux laisser la Crimée ou autre chose. Le lendemain matin, il ne sera plus président. Parce que les Ukrainiens, aujourd'hui, ont trop perdu. Et vous devez penser à la Première Guerre mondiale. Lorsque vous avez perdu une sœur qui s'est fait violer, massacrer, des enfants qui ont été découpés, et tout le monde le voit sur les vidéos, vous ne voulez plus négocier avant la victoire totale, qui est la libération du territoire. Sauf que Florent Coury, deux choses, vous savez très bien, vous dites l'Ukraine démocratie, mais tous les partis d'opposition ont été rayés. Oui ou non? Je dis. Attention, il faut quand même être précis. Tous les partis d'opposition aujourd'hui ont été radiés. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un système avec quelqu'un qui est là depuis le 1er janvier 2020, qui 1er janvier 2000, qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est en poste et qui est
De toute évidence, pas un démocrate. Non, mais on le sait, mais on parlait de l'Ukraine. Et vous avez du côté de l'Ukraine des gens qui ont une alternance démocratique par le vote. Est-ce que c'est une démocratie parfaite? Non. Est-ce qu'ils sont plus démocrates? Est-ce qu'ils ont l'ambition de devenir de plus en plus démocrates en luttant contre une corruption qui est certes présente, mais enfin bon... Oui, c'est toujours la même chose. Dire, vous êtes corrompu, donc bien fait pour votre tête, si vos gamins se prennent un missile sur le coin de la tête, de qui se moque-t-on? Bien sûr. On est en train de dire, oui, l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, mais aujourd'hui, et c'est ça que je veux dire, elle incarne l'espoir d'arrêter notre ennemi, puisque collectivement, aujourd'hui, et c'est pragmatique, j'aurais dû le dire en début d'émission, ce n'est pas qu'idéaliste d'aller défendre l'Ukraine et de soutenir l'Ukraine. Qui sont les suivants si l'Ukraine tombe? Des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, que sont les pays baltes. Mais ça, vous savez, ça nous entraînerait très loin, parce que moi, j'ai entendu ce que disait Roland Dumas, qui était, lui, vous n'étiez pratiquement pas né. Moi, j'étais tout jeune, ministre des Affaires étrangères au moment de la chute de l'URSS. J'ai entendu Hubert Védrine et les autres qui ne sont pas forcément des extrêmes. Il y a eu quand même énormément d'occasions manquées et d'accords trahis. Je pense, enfin moi personnellement, mais ça c'est une discussion que je crois que des deux côtés, il y a, sans renvoyer du tout dos à dos. Évidemment, il y a un agresseur et un agressé, ça c'est clair. Mais en fait, on aurait pu peut-être éviter tout cela si les politiques, en tout cas certains politiques, ne s'en étaient pas mêlés. Mais les deux sont vrais. Hein, les deux sont vrais. Et ça ne donne pas, vous avez raison, une équivalence morale entre l'agressé et l'agresseur. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, moi je dis pour vous, Florent Coury, c'est pour ça que je vous ai invité, c'est que vous êtes passé à l'acte, et je pense que passer à l'acte est autre chose que les partisans, que ce soit de l'Ukraine ou autres, qui salivent et qui ne font que saliver. On va prendre nos auditeurs maintenant, là. Absolument. Jean-Claude de l'Essonne est là. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité, que j'écoute avec attention depuis le début. Ouais. Alors, j'avais une question à lui poser. Allez-y. Bon, effectivement, vous avez raison. S'engager derrière son ordinateur et derrière son écran de télé et supporter un tel ou un tel, c'est pas très courageux. Monsieur, vous m'avez pas tout à fait convaincu, mais vous nous avez dit que vous étiez parti et que vous étiez un petit peu engagé dans cette... j'allais commettre une faute de langage. J'allais partir des brigades internationales. C'est pas vrai. Mais ça me rappelle quelque chose en 36. Mais, monsieur, vous nous avez dit, vous êtes engagé pour des valeurs. Et que dans votre famille, et super, vous aviez des personnes qui effectivement se sont engagées, sont décédées, sont mortes sur le front. Maintenant, moi, la question que je me pose, monsieur, vous nous avez dit que vous étiez DRH, ancien DRH chez Renault. Alors la question, elle est simple. Pour des personnes, parce que quand je vous entends, ça me fait penser un petit peu, je suis désolé, c'est pas... Allez-y. Oui, on dirait dire un roman ou un film. Mais monsieur, aujourd'hui, on veut s'engager, on part à Kiev pour combattre... Allez, pour défendre l'Ukraine. Mais monsieur, est-ce qu'il n'y a pas une logistique derrière? Est-ce que vous avez des relations, je dirais, particulières avec, je disais, l'ancien Quai d'Orsay, ou en tout cas nos renseignements en France? C'est ça que je veux savoir, parce qu'on peut pas... Moi, je me vois mal partir tout seul, monsieur, et aller toucher une Kalachnikov là-bas à Kiev pour me battre pour les Ukrainiens. Je suis désolé. Alors, Florent Coury va vous répondre. Je vous remercie, c'est parfait. Merci beaucoup de me permettre d'expliquer ça. Je vous en prie. Vous devez comprendre que aujourd'hui, vous avez sur le front, et mes amis aujourd'hui le sont, parce que lorsque je suis arrivé, c'était le chaos complet. L'Ukraine avait une armée qui aurait dû être écrasée en quelques jours. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi, ça a été discuté, mais c'était le chaos complet. J'ai des amis qui ont été avec moi, qui étaient des anciens de l'armée française, des parachutistes, des gens expérimentés qui avaient fait des déploiements aux quatre coins du monde pour se battre pour la France. Ils ont fait plusieurs mois, après mon retour en France, ils ont fait plusieurs mois sur le front, sous les obus. Ils n'avaient pas à manger pendant plusieurs jours, il fallait les pêcher pour essayer d'avoir à manger. Ils s'achetaient eux-mêmes leur matériel, qui était avec moi à la Légion. Ils se sont achetés, et je parle donc pas même des premiers jours, là, je parle bien de l'été, où les Russes ont été arrêtés dans plusieurs offensives. Ils devaient s'acheter eux-mêmes leur matériel. Les Ukrainiens qui étaient avec eux sont des gens qui étaient des jeunes étudiants de 20 ans, qui n'avaient jamais tenu une arme. Moi, j'avais des grands-pères sur ma base où j'étais qui avaient 55, 56 ans, qui avaient mal aux genoux, qui avaient mal au dos. Donc, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que lorsque votre pays est attaqué, vous faites avec ce que vous avez.
Et donc, quand il s'agit de savoir, moi, mes liens que je peux avoir, maintenant, en toute simplicité, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je savais pas utiliser une arme, j'avais jamais tenu une arme de ma vie. Je suis allé à la plateforme de tir comme n'importe quel Ukrainien qui apprenait à s'en servir. J'ai failli avoir un accident, je le décris dans mon livre, la nuit à ma première patrouille parce que j'étais comme un imbécile, je savais pas que mon arme était chargée, j'étais persuadé qu'elle était déchargée. J'ai pas failli blesser quelqu'un, mais j'aurais pu blesser quelqu'un. Donc la vérité de la guerre, c'est que c'est le chaos. Et lorsque vous rentrez en Ukraine au début de la guerre, maintenant c'est différent, vous dites que vous venez vous battre pour le pays, ils vous laissent rentrer. Moi j'ai des amis parachutistes français qui avaient quitté l'armée, qui sont rentrés avec une carte d'identité et qui sont restés là-bas. Et vous n'avez pas averti le Quai d'Orsay, ce que devant des clients ou quoi que ce soit. Moi j'ai averti personne. Maintenant certains l'ont fait. Chacun fait ce qu'il veut. Les Ukrainiens étaient en état de survie. Et lorsque vous êtes sur place, vous faites avec ce que vous avez. Nous n'avions pas d'armes. Je raconte dans le livre, hein, c'est le premier chapitre, on se dispute, on a failli se battre parce que je veux arracher une Kalachnikov, parce que j'ai peur. Je suis terrorisé à l'idée que les Russes arrivent, on nous dit que les parachutistes arrivent, et je suis pas formé à ça. Mais j'ai besoin, pour me rassurer, d'avoir cette arme. Et d'ailleurs, lorsqu'au milieu du livre, j'arrive finalement à avoir une arme personnelle, c'est vraiment c'est mon doudou, hein, c'est mon doudou pour lui, je dors avec la nuit. Donc voilà, monsieur, moi j'ai absolument aucun lien. Je sais que c'est difficile à croire, j'ai absolument aucun lien. À un moment sur place, je rencontre des gens que je suspecte moi d'être des agents américains. Qui eux pensent que je suis un agent français, donc là je comprends la confusion. Il y avait des agents américains. Il y avait des agents partout. Il y avait des agents partout. Bien sûr. Mais en attendant, on peut jamais en savoir qui est qui. Je sais qu'il y a eu beaucoup, et c'est bien normal, beaucoup de gens qui représentaient des intérêts occidentaux et qui ont organisé le flux logistique et qui permettent aujourd'hui aux troupes ukrainiennes de faire ce qu'on sait qu'elles sont en train de faire. On revient tout de suite après une petite pause de pub avec nos auditeurs. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, c'est Hakim de Villeneuve. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Oui, bonjour André, bonjour Alain et bonjour à votre invité. On vous écoute Hakim. Oui, voilà, j'ai deux questions pour votre invité. Oui. La première question, je voulais lui poser la question, donc dans cette guerre d'indépendance que mène l'Ukraine aujourd'hui vis-à-vis de la Russie, dans cette révolution, il y a beaucoup de sang. Est-ce qu'on peut espérer que d'autres républiques fédérées à la Russie puissent elles aussi prendre les armes pour se séparer de la Russie ? Ça, c'est ma première question, plutôt que d'aller mourir. Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a bien des soldats de 20 ans, 30 ans qui viennent d'autres régions de Russie aller mourir sur le front ukrainien alors que c'est pas vraiment leur problème? Et la deuxième question, je voulais lui poser, je voulais qu'il nous dise les choses, mais je suis sûr qu'il va le faire de façon très franche. On sort d'une séquence de guerre, les États-Unis ont détruit l'Irak 2 fois, ont détruit et occupé l'Afghanistan 20 ans, ont détruit la Libye. Est-ce qu'il n'a pas l'impression que finalement la Russie, et même si la Russie est en tort et c'est abominable ce qu'ils font, est-ce qu'il n'a pas l'impression que la Russie a fait finalement ce que les États-Unis ont fait depuis 20, 25 ans, 30 ans à sa frontière? Ils n'ont pas fait des milliers de kilomètres. Et on sait qu'ils avaient posé une exigence. Et est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y avait bien une présence américaine sur le sol ukrainien avant la guerre, je parle, avant la guerre? On sait très bien que la Russie ne voulait pas de présence américaine sur le sol ukrainien, et c'est leur droit, c'est une grande puissance. La Suède et la Finlande, pour pas faire de crosse, n'ont pas voulu adhérer à l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que l'Ukraine n'aurait pas pu prendre des soldats français, allemands, etc., pour les former militairement? Merci. Alors Hakim, oui, bonne question, effectivement. Peut-être on peut commencer par la seconde. Merci. Alors tout d'abord, moi, je suis gaulliste. Je considère que la grande cause de notre continent, c'est d'être indépendant de tout le monde, y compris des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire pour autant de laisser la grande puissance à notre frontière qu'est la Russie faire ce qu'elle veut. Donc c'est pas parce qu'on critique les États-Unis et le drame, la tragédie de l'invasion en Irak, par exemple, et je vous rejoins, cher monsieur, que ça va donner des points à Poutine. Ça, c'est une chose. Ensuite, très rapidement, vous avez parlé de l'Afghanistan. Je vous rappellerai que le premier pays à avoir ruiné, à faire une guerre terrible en Afghanistan, c'était quand même l'Union soviétique, bien avant l'arrivée des Américains. Ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, vos deux questions sont très liées. Parce qu'en définitive, vous pensez, cher monsieur, en termes d'empire. Et c'est tout à fait une bonne analyse. La Russie reste un pays fondamentalement qui est un empire. Alors, ça ne veut l'Amérique aussi.
Mais je ne conteste pas. D'une autre manière, mais elle l'est. Ouais. Avec des intérêts qui sont mondiaux. Et avec des intérêts que la Russie détermine en tout cas comme étant son étranger proche, c'est leur détermination, c'est les anciennes républiques qui sont devenues indépendantes. Donc, votre propos de dire tout d'abord, les gens qui se battent du côté russe, jusqu'à présent, avant la mobilisation, c'était des gens qui avaient des contrats, donc c'était des volontaires. Ces volontaires venaient, et c'est prouvé, c'est très bien expliqué partout, essentiellement des républiques sibériennes, c'est-à-dire des gens qui venaient, qui étaient des minorités, on va dire ça, minorités ethniques, on va dire, des gens extrêmement pauvres, de régions extrêmement pauvres, et qui venaient pour l'argent se battre, ou parce qu'ils étaient convaincus de la cause, hein. Je juge pas, ou pour l'argent, voilà, c'est aussi une bonne raison. En tout cas, des gens professionnels avec des officiers, je dirais, de la Russie occidentale. Ce qui explique que jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de morts, par exemple, de gens qui ont été enterrés, et c'est prouvé, hein, les services suivent ça, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en tout cas dans l'Ouest ou à Smolensk. Donc effectivement, ce sont ces gens-là qui se battent du côté russe. À Boutcha, les atrocités ont été commises par des gens d'un régiment sibérien. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a personne, moi j'ai vu aucune minorité russe qui se battait du côté ukrainien. Il y a une unité qui a été un peu médiatisée, mais qui est toute petite, à ma connaissance, qui sont des Russes, des dissidents russes qui souhaitent libérer du régime de Poutine. Voilà, mais c'est une toute petite unité. Donc, pour faire simple, non, il n'y a pas de minorités qui se battent. Par contre, il y a des gens qui ont, dans le passé, dans leur pays, souffert de la Russie, et notamment des Géorgiens. Et donc j'étais dans cette unité de Géorgiens qui ont des comptes à régler, puisque 2008 c'était la guerre en Géorgie. Oui, Florent Coury, moi une question quand même, et elle est suggérée par ce qu'a dit Hakim par rapport aux empires et par rapport à ce qu'il parlait des États-Unis, etc. On peut quand même penser qu'il y a exactement 60 ans, il y a eu, vous savez, la crise des missiles de Cuba. Enfin, Khrouchtchev, à l'époque, c'est l'Union soviétique, avait transposé des missiles à Cuba, et le monde a failli, c'est vrai. Il y a eu pendant 2 semaines, on était au bord de la guerre nucléaire, hein, il y a déjà 60 ans. C'était pas la même, mais enfin quand même. Est-ce qu'on ne peut pas effectivement comprendre que si, par exemple, alors, et c'est très simple, mais Kennedy a dit à Khrouchtchev, enfin, je schématise évidemment grossièrement, écoutez, si vous regardez ces missiles, si vous les maintenez là, c'est la guerre, avec tout ce que ça comporte, même si vous allez attaquer Berlin et compagnie. Est-ce que le fait que, et ça n'excuse rien de la part de Poutine, mais si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, etc., c'était considéré comme un casus belli par les Russes. Est-ce que vous pouvez, je dirais, comprendre ça ? Moi, je peux comprendre tout ce que vous voulez. La question, c'est comment est-ce que vous résolvez les crises internationales. Je vais dire à votre auditeur quelque chose d'important. Moi, je suis pro-russe à la base. Moi, j'ai étudié le russe de moi-même au collège en 4e, 3e. J'ai fait un échange sous le patronage de Madame Bernadette Chirac à Saint-Pétersbourg. Je suis de culture. Pour moi, l'Ukraine, j'avoue ma complète ignorance de l'Ukraine. Donc la question, elle n'est pas de se dire que je suis contre les Russes. La question, quand vous lisez André Markovitch, le poète et grand traducteur du russe vers le français, il est russe et il dit que c'est le combat des Russes, en fait, aussi, le combat de l'Ukraine, puisque on peut penser ce que vous voulez sur l'OTAN, mais vous l'avez très bien dit, votre auditeur l'a dit, Hakim, je crois, la Finlande qui rejoint l'OTAN. Mais bon Dieu, les Finlandais, ils font pas ce que les Américains leur disent. Ça fait depuis 70 ans qu'ils avaient décidé que non, ils ne rentraient pas dans l'OTAN. Ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Ces gens-là ont arrêté l'armée rouge en 1940, à leur frontière tout seuls, sans aide. Ils ont quand même bien le droit aujourd'hui de dire, écoutez, nous, on a compris qui on avait en face. On n'a pas besoin des Américains, on dit on rentre dans l'OTAN parce qu'on a décidé qu'on avait des gens suffisamment fous en face de nous pour que ça suffise plus. Et peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie de faire les sacrifices qu'ils ont fait en 1940, terribles. Donc, moi, ce que je veux dire à votre auditeur, Hakim, c'est arrêtons de tout penser comme s'il y avait que 2 personnes qui pensaient sur Terre, le maître du Kremlin et le maître à Washington. Ouais. Soyons européens. Reconnaissant qu'il y a des peuples qui ont le droit de dire « Écoutez, nous, on a peur, parce qu'on a un pays de 44 millions de personnes qui avaient l'arme nucléaire, l'Ukraine, à la chute de l'Union soviétique, qui a renoncé aux armes nucléaires qu'elle avait, et à la flotte de la mer Noire, dont elle avait la base chez elle, en Crimée, au prix de la reconnaissance par la Russie et par les États-Unis et par la Grande-Bretagne de ses frontières. Donc moi, je dis tout simplement, vous pouvez penser à ce que vous voulez, l'Irak... Les Russes peuvent penser qu'ils sont en danger, et c'est le propre de tout empire de se penser à un moment en danger. Nous, on a perdu notre empire. Voilà. Donc, à un moment. Vous avez raison, Florent Coury. Je voudrais terminer à votre appel, parce que ça, c'est un vrai appel, mais qui est pour le moment désespéré, que l'Europe existe, s'unisse et fasse l'équilibre dans l'indépendance. Merci. C'est exactement ce que je pense.
Laurent Khoury, je rappelle que vous êtes ancien DRH de Renault, engagé dans la Légion géorgienne en Ukraine en tant que responsable de la sélection et de la formation des volontaires occidentaux et que vous publiez Engagé volontaire aux éditions Flammarion. Berkoff dans tous ses états revient demain avec pour son face-à-face Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire de formation et ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire. Il publie La malbouffe contre-attaque, comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaie qui reçoit Sabine Procoris pour faire le bilan de l'après-MeToo. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi être féministe aujourd'hui? Bon après-midi sur Sud Radio.